Bienvenue dans ce nouvel épisode de la série sur le thème de la transmission de l'entreprise agricole et viticole proposée par le groupement Agir Agri. Nous avons vu dans le premier épisode de cette série le champ des possibles ouvert pendant la phase de maturation pour mettre en place une vraie stratégie qui, adaptée à la situation de chacun des protagonistes et de l'entreprise, et qui permettent de limiter autant que possible les coûts de la transmission qui, rappelons-le, pèsent sur l'entreprise 3 à 4 fois par siècle et qui, dans certains cas, faute de pouvoir être financés, conduisent à la vente forcée. En termes d'imposition, ces coûts sont de deux natures. Les droits d'enregistrement, avec les droits de mutation à titre gratuit, et les plus-values. Abordons aujourd'hui les droits de mutation à titre gratuit et les moyens qui permettent d'en limiter le coût. Les droits de mutation à titre gratuit sont payés par le ou les donataires, le ou les héritiers, sur la part leur revenant. Notez qu'ils peuvent être pris en charge par le donateur, auquel cas il constitue un passif qui vient en face des éléments qui sont transmis, et par conséquent réduisent l'assiette des droits de mutation à titre gratuit. Dit différemment, on économise les droits de mutation sur les droits. Ces droits sont calculés en tenant compte d'abattements en fonction du lien de parenté. Et pour le calcul des droits de mutation, comme pour la prise en compte de ces abattements, il est fait abstraction des donations antérieures lorsqu'elles ont plus de 15 ans. Dit différemment, il y a une remise à zéro du compteur tous les 15 ans, ce qui permet de transmettre par opération successive, tous les 15 ans, outre, in fine, la succession. Cet abattement se calcule par donateur et par donataire. Prenons l'exemple d'un couple ayant 2 enfants et d'une transmission en ligne directe. L'abattement est de 100 000 € par donataire et 100 000 € par donateur. Nous avons, dans mon exemple, une enveloppe de 400 000 € qui est gratuite et qui peut se renouveler tous les 15 ans. Vous l'aurez compris, moins il y a d'enfants, et plus il sera nécessaire de s'y prendre tôt pour transmettre son patrimoine. Vous avez ici le tableau des abattements pratiqués en fonction du lien de parenté. Et vous avez maintenant le barème des droits de mutation en ligne directe, et vous le notez avec une tranche maximum à 45%. Ces droits de mutation, dits de droits de succession, datent de la Révolution française, dans l'esprit d'une redistribution sociale, et à l'époque, pour la petite histoire, le taux était de 1%. 45%, selon certains auteurs, ça place la France en 3e position, derrière le Japon et la Corée du Sud. Nos partenaires de l'Union européenne ont des tranches maximum inférieures, 30% en Allemagne, 4% dans certaines conditions en Italie, et récemment, la Suède a même voté un taux de 0% pour les successions. Abordons maintenant les possibilités offertes par le législateur pour réduire le coût des droits d'enregistrement pour les mutations à titre gratuit. Nous présenterons aujourd'hui 2 dispositifs spécifiquement agricoles. La créance de salaires différés et les exonérations partielles liées à la mise en place des baux à long terme. Nous verrons dans l'épisode suivant le pacte dit Dutreil. Commençons par la créance de salaires différés. Quel est le principe? Il s'agit de prendre en compte la valeur du travail non rémunéré réalisé sur l'exploitation. Ainsi, la créance de salaire différé va concerner le descendant de l'exploitant, c'est-à-dire le descendant qui a participé sur l'exploitation avec ses parents, à sa mise en valeur, sans aucune contrepartie autre que le gîte et le couvert. Il a droit, au décès de l'exploitant, à faire valoir la créance dite de salaire différé, qui par suite va s'ajouter à ses droits dans la succession. Ceci dans un souci d'équité entre lui et les autres enfants éventuels, et créance qui va pouvoir, le cas échéant, contribuer au règlement de soult, par exemple. Autre personne éligible, le conjoint survivant de l'exploitant, et, très intéressant, le conjoint survivant de l'associé exploitant d'une société agricole. Ce dispositif est d'ordre
publique. Et cette créance va constituer un bien propre du descendant ou du conjoint survivant, sans possibilité de renonciation du vivant de l'exploitant. La renonciation, totale ou partielle, pourra intervenir le cas échéant, et si il y a un intérêt, après le décès et dans le partage, des opérations de partage. Quelles sont les conditions d'existence de cette créance de salaire différé? Eh bien, vous l'avez compris, il faut un ascendant exploitant agricole. La créance de salaire différé est liée en effet à l'activité agricole d'un ascendant. L'activité agricole, ceci nous renvoie non pas à une taille d'exploitation, mais à la nature même de l'activité, telle qu'elle est définie à l'article L311-1 du Code rural et de la pêche maritime. Ceci a mené par exemple à exclure de ce dispositif, par exemple, les artisans ruraux. Enfin, il n'y a pas d'existence de la créance de salaire différé lorsqu'il y a exploitation sociétaire, sauf le cas du conjoint survivant d'un associé exploitant, ce que nous avons dit précédemment, et selon les auteurs, il y a des divergences d'appréciation sur ce point-là, le cas peut être du GAEC, le groupement agricole d'exploitation en commun, au nom d'un principe qui est que nul ne peut être dans une situation, nul ne peut être en GAEC dans une situation inférieure à celle qu'elle serait s'il était resté en entreprise individuelle. La créance de salaire différé naît du vivant de cet ascendant et elle est exigible au décès de celui-ci. Toutefois, le législateur a prévu un cas dans lequel le règlement de la créance de salaire différé peut être fait du vivant de cet exploitant, ce qui nous intéressera dans le cadre d'une préparation, d'une transmission par exemple. En effet, le Code rural et de la pêche maritime nous dit que c'est possible notamment lors d'une donation-partage. L'emploi du terme « notamment » ouvre d'autres champs possibles pour le règlement de la créance de salaire différé du vivant de l'exploitant, comme par exemple les donations simples ou le transfert de droits, de terres, de matériel, de cheptel ou du fonds agricole, mais ça peut être aussi la vente de l'exploitation aux descendants avec imputation sur le prix. Qui dit créance du descendant ou du conjoint survivant dit par effet miroir dette de l'ascendant, celui qui va transmettre. Le salaire différé est en effet une dette qui va figurer au passif de la succession de l'ascendant qui a dirigé l'exploitation. Elle vient donc en diminution de l'assiette de calcul des droits de mutation à titre gratuit. Revenons aux bénéficiaires de la créance de salaire différé. Nous l'avons dit, il s'agit du descendant de l'exploitant, il s'agit aussi du conjoint marié du descendant s'il participe lui-même à l'exploitation. Vous l'avez bien noté, les textes sont anciens, je viens de parler de conjoints mariés, ne sont pour l'instant pas concernés les concubins et les personnes pacsées. Il s'agit également, en cas de prédécès du descendant marié, eh bien, le conjoint survivant qui participe à l'exploitation peut y prétendre s'il a des enfants mineurs issus du mariage, dont le plus jeune n'a pas atteint l'âge de 18 ans ou n'a pas achevé ses études dans un établissement d'enseignement, notez-le bien, d'enseignement agricole. Enfin, en cas de divorce ou de séparation de corps prononcée contre lui, le conjoint perdra son droit au salaire différé. Le bénéficiaire doit être âgé de plus de 18 ans à l'époque de sa collaboration. En effet, les années de collaboration aux travaux de l'exploitation, avant l'âge de 18 ans, ne rentrent pas dans le calcul de la créance de salaire différé. Puis bien évidemment, pour pouvoir prétendre à cette créance de salaire différé, il faut avoir réalisé une collaboration personnelle aux travaux agricoles de mise en valeur du fonds. Il n'est pas imposé une participation permanente ou ni même exclusive, mais par contre, il va falloir réunir des éléments de preuve. C'est ici que la phase d'anticipation de la transmission prend tout son sens. Les parties pourront effectuer ainsi chaque année une déclaration en mairie qui sera visée par le maire et dont ils recevront un récépissé et bien évidemment
il conviendra de conserver ces récépissés pour faire valoir la dite créance de salaire différé et surtout son calcul. Enfin, dernière condition, évidemment, il faut une absence totale de rémunération, que ce soit sous forme de salaire ou, directement ou indirectement, de participation au résultat. Alors, quel est le calcul de la créance de salaire différé? Eh bien, pour chacune des années de collaboration à partir de l'âge de 18 ans, et ceci sur une période de 10 années, on est donc sur une tranche de vie allant de 18 ans à 28 ans, eh bien, dans le cas du descendant, pour les conjoints c'est un calcul un peu différent, la formule de calcul est la suivante, on prend 2/3 de 2080 fois le SMIC horaire pour calculer la créance. Prenons un exemple. X a travaillé depuis l'âge de 18 ans sur l'exploitation familiale de son père ou de sa mère, ceci pendant 45 mois à taux plein. Eh bien, en 2021, on aboutira à un calcul, à un montant de créance de 53 300 €. 53 300 € qui viendra s'ajouter à sa part dans la succession, possiblement pour régler des soultes, et qui viendront diminuer l'assiette des droits de mutation à titre gratuit du défunt ou du donataire. Enfin, quel est le régime fiscal de cette créance de salaire différé? Eh bien, le paiement du salaire différé ne donne lieu à aucun droit d'enregistrement, y compris lorsqu'il a lieu par dation en paiement ou attribution d'un immeuble, si ce n'est dans ce dernier cas, bien évidemment, la taxe de publicité foncière. Enfin, s'agissant de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, il y aura lieu de faire un calcul séparé. Les sommes attribuées au titre d'une collaboration antérieure au 30 juin 2014 seront totalement exonérées, et pour la période postérieure au 30 juin 2014, elles seront imposées dans la catégorie des traitements et salaires. Parlons maintenant des exonérations liées aux baux ruraux à long terme. Ce sont des dispositifs codifiés à l'article 793 et 793 bis du Code général des impôts. Pourquoi d'abord les baux à long terme? Côté preneur, le bail à long terme répond à la volonté du législateur de mieux assurer la sécurité et la stabilité du preneur d'un bail rural et de biens par bail, en le garantissant contre toute reprise du propriétaire, ceci pendant une période généralement de 18 ans, pour que les investissements que le preneur va réaliser sur le fonds, en début de bail, puissent être amortis à la fin de celui-ci. Donc côté preneur, ce dispositif s'inscrit dans le cadre d'une politique de développement des baux dont l'objectif est de décharger l'exploitant du poids de l'investissement foncier. Côté bailleur, pour d'une part équilibrer les avantages entre bailleurs à long terme et ceux du preneur, et d'autre part pour permettre aux propriétaires, en tout cas les encourager à signer, à s'engager sur des baux à long terme, le législateur leur a consenti aux bailleurs un certain nombre d'avantages fiscaux, au rang desquels figure l'exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit pour mise en place de baux à long terme, et ceci avec un taux qui varie en fonction de la valeur totale des biens transmis. Alors, quels sont les biens qui sont visés? Eh bien, il s'agit des biens ruraux. Les biens ruraux, il s'agit des immeubles principalement affectés à la production de récoltes agricoles. Il va s'agir également des bâtiments d'exploitation, et enfin, il peut s'agir de l'habitation du chef d'exploitation ou du personnel s'il constitue un ensemble immobilier avec les bâtiments d'exploitation. Vos conseils du groupement Agirc-Argris seront particulièrement sensibles à cette question. En effet, ils conduiront généralement à exclure par prudence les maisons de maître, les bâtiments qui ne sont pas utilisés par l'exploitant ou ses salariés agricoles, ou qui, s'ils le sont, ne constituent pas un ensemble avec ceux utilisés pour l'exploitation.
Pour rappel, un immeuble est considéré comme maison de maître lorsqu'il n'est pas affecté directement aux besoins de l'exploitation agricole ou utilisé pour ce besoin, et lorsqu'il revêt par sa dimension ou par ses aménagements intérieurs un caractère nettement résidentiel. Enfin, il peut y avoir également un point d'attention sur quelques parcelles qui seraient plantées en bois et forêts. Il faut ici trouver la réponse dans la jurisprudence qui nous dit que l'exonération partielle de droit de mutation à titre gratuit est susceptible de s'appliquer lorsqu'un bail rural à long terme comprend quelques parcelles boisées non susceptibles d'une exploitation forestière à titre principal. Là encore, la recommandation d'Agiragri sera d'éviter de mettre ces parcelles dans les baux ruraux à long terme, ou s'ils y figurent, et d'éviter de revendiquer sur ces parcelles l'exonération, convenant toutefois que ces parcelles ont généralement une faible valeur. Qu'entendre par bail rural à long terme? Eh bien, dans cette famille, on a d'abord celle des baux à long terme, avec le plus couramment utilisé, qui est le bail de 18 ans renouvelable par période de 9 années. On a également le bail de 25 ans avec clause de tacite reconduction d'année en année, moyennant un préavis de 4 ans, ou prenant fin au terme des 25 ans, sans obligation de congé pour le bailleur. Il y a également le bail de carrière, et il peut y avoir le bail à long terme d'une durée inférieure à 9 années, ce qui sera le cas lorsque le preneur est à plus de 9 ans, mais à moins de 18 ans de l'âge de départ à la retraite. Et enfin, il y a le bail rural cessible, hors cadre familial. Notez qu'un bail à long terme peut être conclu par les époux au profit d'une société constituée entre eux et permettre ainsi l'application de l'exonération partielle de droit de mutation à titre gratuit. Quelles sont maintenant les conditions à remplir au moment de la transmission? Le premier point, c'est que le bail rural à long terme doit être en cours au moment de la transmission. Ça suppose que par conséquent qu'il préexiste à celle-ci et c'est une condition impérative, notamment en matière de donation. En effet, la loi prévoit que le bail doit être consenti depuis plus de 2 années lorsque le preneur et le donataire sont conjoints, un de leurs descendants ou une société constituée par une ou plusieurs de ces mêmes personnes. Bien évidemment, cette condition de 2 années de préexistence du bail long terme n'a pas lieu en cas de décès, puisque c'est un événement qui est par définition imprévisible. Vos conseils Agiragri seront vigilants en cas de preneur qui exercerait une activité non agricole, commerciale par exemple, sur ou dans les biens loués à bail rural à long terme. En effet, dans le principe, il y aura alors un risque de remise en cause de l'exonération de droit de mutation à titre gratuit. Toutefois, l'administration, dans sa doctrine, a introduit une tolérance disant que lorsque le preneur à bail rural à long terme exerce une activité annexe de nature commerciale, il est admis, donc c'est une tolérance, il est admis que le régime de faveur ne soit pas remis en cause pour ces activités lorsqu'elles sont compatibles avec l'application du statut du fermage. Tel sera le cas, par exemple, d'une activité touristique au sein de l'entreprise agricole, ayant pour support l'exploitation et qui se situe dans le prolongement de l'acte de production. Notez qu'elle doit rester accessoire et ne pas compromettre la bonne exploitation du fonds ou la dénaturer. Notez également qu'il conviendra de relire le bail rural à long terme pour s'assurer qu'aucune clause n'interdise au preneur l'exercice d'une telle activité. Quelles transmissions sont éligibles à ce dispositif de faveur? Eh bien, on y trouvera les mutations à titre gratuit, c'est-à-dire les donations, donations simples, donations partage, les successions, les legs, que ce soit en pleine propriété, que ce soit des donations en nue propriété,
étant précisé que rien ne s'oppose a priori au cas de la donation en usufruit, et enfin, que ce soit pendant la durée du bail, ou que cette opération intervienne en cours de l'un de ces renouvellements successifs. Maintenant, venons-en aux conditions à remplir après la transmission. Eh bien, le bénéficiaire, celui qui a dû payer les droits de mutation à titre gratuit, sauf cas où ils étaient pris en charge par le preneur, nous l'avons vu tout à l'heure, eh bien, le bénéficiaire doit conserver les biens reçus pendant 5 ans à compter de la date de la transmission. À défaut de quoi, les droits complémentaires ou les droits éludés seront appelés majorés du taux de l'intérêt légal. Résumons-nous à ce stade du développement. L'exonération partielle du droit de mutation à titre gratuit pour mise en place de baux à long terme obéit aux conditions suivantes. Le bien transmis doit être un bien rural, il doit faire l'objet d'un bail à long terme ou d'un bail cessible hors cadre familial qui soit effectif au jour de la transmission, il doit rester la propriété du donataire, héritier ou légataire pendant 5 ans à compter de la mutation à titre gratuit, et enfin, le bail doit avoir été consenti depuis au moins 2 ans lorsque le preneur est le donataire ou un membre de sa famille. Ayant vu les conditions à remplir pour être éligible à ce dispositif, venons-en maintenant aux effets du dispositif fiscal pour bail rural à long terme. Eh bien, dans un premier temps, déjà, il faudra calculer la valeur vénale des biens ruraux qui font l'objet du bail rural à long terme, et vous l'avez compris, sur un bail à long terme, il résulte de cette situation une inaliénation du bien, en tout cas une perte de valeur pendant la durée du bail, qui peut réduire déjà la valeur vénale. Sur cette valeur vénale, donc abattue éventuellement d'une décote, eh bien, on pratiquera un abattement. Cet abattement pour les donations ou les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2019 est de 75% jusqu'à 300 000 € et la moitié de la valeur au-delà de ce seuil. Le seuil de 300 000 € s'apprécie au niveau de chaque part taxable. Prenons l'exemple de terres agricoles ayant une valeur vénale retenue de 800 000 €. Il y a 2 donataires. Chaque donataire va donc recevoir 400 000 €. Eh bien, les droits de mutation à titre gratuit ne seront pas calculés sur 400 000 €, mais sur une valeur abattue de 75% jusqu'à 300 000 et 50% au-delà. Au cas d'espèce, ce sera calculé sur une assiette de 125 000 €. Et donc, on était sur 800 000 € de valeur de foncier, on aura donc 250 000 € d'assiette de calcul 2 fois 125 000 €. Le seuil de 300 000 € s'apprécie en tenant compte des donations de biens loués par bail rural à long terme consentis depuis moins de 15 ans. Notez que ne sera pas prise en compte les donations hors biens loués par bail rural à long terme. Donc dit différemment, tous les 15 ans, il y aura possibilité, là aussi, grâce à la remise à zéro du compteur, de transférer des biens ruraux en bénéficiant de l'abattement de 75% jusqu'à 300 000 € et de 50% au-delà de ce montant. Enfin, il existe un dispositif comparable pour les titres de groupements fonciers agricoles, les GFA, autrement dénommés GFV, groupements fonciers viticoles, pour le secteur éponyme. Eh bien, 3 catégories de conditions seront à remplir, de nouvelles conditions qui sont liées à la forme GFA, des conditions donc spécifiques au GFA, et puis des conditions que nous avons largement vues, celles tenant aux donateurs, aux défunts, et enfin des conditions tenant aux bénéficiaires. Commençons par les conditions spécifiques au GFA. Première condition pour que les titres transmis puissent bénéficier de ces abattements, eh bien, c'est que le GFA obéisse à tous les textes le régissant dans le Code rural et de la pêche maritime. L'attention des conseils du groupement Agiragri sera vive sur la formation du capital initial du GFA, puisque la loi dit qu'il ne peut être constitué que par des apports en propriété d'immeubles ou de droits immobiliers à destination agricole ou des apports en numéraire.
dans ces apports d'immeubles à destination agricole, nous émettrons les mêmes réserves que pour les biens ruraux, s'agissant des maisons d'habitation ou des maisons de maître et des parcelles plantées en nature de bois et forêts. S'agissant des apports en numéraire, notez que ceux-ci, à la constitution du GFA, notez que ceux-ci doivent être versés sur un compte bloqué et être utilisés pour des investissements à destination agricole au profit du GFA dans un délai de 1 an. Enfin, dernière condition, le GFA doit s'interdire statutairement tout mode de faire-valoir direct. Alors, dans certaines régions, le bail à métayage est pratiqué, et bien le bail à métayage est toutefois possible sous réserve que le GFA ne participe pas en fait à la direction de l'exploitation. Autre condition spécifique tenant au GFA, tous les immeubles agricoles compris dans le patrimoine du GFA ou du GFV doivent être donnés à bail rural à long terme ou bail cessible hors cadre familial. En cas d'acquisition d'immeubles non agricoles en cours de vie sociale, puisque vous aurez noté que ce n'était pas possible à la constitution de la société, ou qui étaient agricoles à la constitution de la société, mais ont perdu cette qualification en cours de vie sociale, il sera possible de pratiquer l'abattement que sur une partie du patrimoine du GFA représentée dans la valeur des titres. Enfin, il y a des conditions qui vont tenir maintenant de la qualité de donateur et les conditions qui sont liées au défunt. Eh bien, il doit avoir, pour bénéficier des abattements que nous avons vus, il doit détenir les titres depuis 2 ans au moins au moment de la transmission. Alors, il y a, ça c'est le principe, mais il y a également une exception, c'est que le délai de 2 ans n'est pas requis lorsque le donataire ou le défunt faisait partie du groupe des fondateurs du GFA et qu'il avait apporté des immeubles ruraux ou des droits immobiliers à destination agricole exclusivement. Autrement dit, s'il a apporté des immeubles ou des droits immobiliers et du numéraire, il est tenu du délai de 2 ans de détention pour pouvoir transmettre avec le bénéfice du dispositif de faveur. Donc vous voyez, la mise en place du GFA dans la phase de maturation et de réflexion de la transmission permettra de remplir ces différentes conditions. Enfin, il y a aussi des conditions qui tiennent maintenant à la qualité du donataire, eh bien, sauf le cas du décès, comme nous l'avons vu pour les biens ruraux, il n'y a pas d'exonération partielle si le bail a été consenti moins de 2 ans au profit du donataire, de son conjoint, de l'un de leurs descendants, ou d'une société contrôlée par l'un ou plusieurs de ces mêmes personnes. Il n'y a pas non plus d'exonération applicable aux parcelles qui seraient acquises par le GFA moins de 2 ans avant la donation et intégrées par avenant dans un bail conclu plus de 2 ans au profit du donataire. Là encore, il est nécessaire d'anticiper, et c'est tout l'intérêt de la phase de maturation que nous avons vue dans le premier épisode de cette série. Le bénéficiaire de la transmission, comme c'est le cas pour les biens ruraux, doit conserver les titres reçus 5 années à compter de la date de la transmission. À défaut de quoi, il se verra rappeler les droits éludés majorés du taux de l'intérêt légal. Enfin, il y a des cas où la transmission va porter à la fois sur des immeubles agricoles, c'est des biens ruraux, et sur des titres de GFA. Notez que dans cette situation, le dispositif d'exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit portera sur ces 2 catégories de biens. Dit différemment, le seuil de 300 000 € sera alors doublé. Et bien voilà, cette première partie sur la réduction des droits de mutation à titre gratuit est terminée. Nous l'avons achevée sur les GFA, autrement dénommés GFV dans le secteur viticole. Notez que cette situation conduit à dissocier dans le GFA le foncier de l'exploitation du foncier. Dans les structures familiales, elle offre malgré tout un inconvénient, notamment pour les enfants qui reçoivent des parts de GFA et qui ne sont pas dans la structure exploitante.
a fortiori s'ils sont minoritaires. Qui d'autre que les membres de la structure exploitante pourra racheter leurs titres, étant donné que le GFA ne peut pas exploiter en direct et que le revenu de ces titres est somme toute relativement faible, puisqu'il est la contrepartie de l'encaissement de fermage qui, somme toute, ne sont pas très importants. Il peut donc résulter de cette situation un sentiment d'être piégé dans un GFA, certes représentatif d'un patrimoine, mais qui est difficilement liquide. C'est la raison pour laquelle il peut être tentant de remettre le foncier d'exploitation à l'actif de la structure d'exploitation et de bénéficier d'un nouveau dispositif. Nous vous donnons rendez-vous dans le prochain épisode pour traiter du pacte dit Dutreil. Merci de votre attention et à bientôt.